Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la chose la plus puissante et en même temps la plus dévastatrice qu'un enfant puisse dire? Ce n'est pas un « je t'aime » ou un « j'ai peur du noir ». C'est quelque chose de si simple que cela pourrait passer inaperçu, si cela ne portait pas un poids insupportable. Quelque chose comme « Maman. Si je m'assois, ça va faire mal. » C'est exactement ce que Jennifer entendit lors d'un dîner de Thanksgiving qui aurait dû être une simple réunion de famille. La table était impeccable, une nappe brodée qui avait traversé les générations, des cristaux scintillants dans la lumière jaune, l'arôme de la dinde rôtie se mêlant à celui des bougies à la cannelle. Rire, couverts, conversations informelles. Tout indiquait une soirée ordinaire, jusqu'à ce que cette phrase fracasse l'air, comme un verre se brisant sur le sol. Jennifer regardait sa fille, Sophia, 6 ans, les cheveux attachés en un chignon lâche qui laissait échapper des mèches rebelles. La fillette ne parlait pas de façon théâtrale, n'exigeait pas d'attention. Elle le reconnaissait simplement, comme pour signaler qu'il faisait froid dehors. Mais ses yeux exprimaient autre chose, la peur. À ce moment-là, la mère aperçut quelque chose que beaucoup négligent, un instinct qui, selon les études, permet de détecter plus de 70% des cas de maltraitance infantile avant même tout examen médical ou toute plainte officielle. C'est la sensibilité de l'œil, ce radar interne qui détecte quand quelque chose ne va pas. Jennifer ne dit rien sur le moment. Peut-être parce que je savais que si je réagissais, l'équilibre fragile de la pièce serait brisé. Peut-être parce que j'avais besoin d'être sûre. Mais son corps était déjà en alerte. Tandis que la conversation s'engageait sur les recettes et les souvenirs d'enfance, elle observa la façon dont Sophia serrait la petite souris en peluche contre sa poitrine, comme un bouclier, la façon dont il tressaillait au passage d'un adulte, la tension constante dans ses épaules, comme s'il se préparait à fuir. Et voici un fait curieux dont on parle rarement, le silence, dans des cas comme celui-ci, est presque toujours plus assourdissant qu'un cri. Dans de nombreuses familles, le silence n'est pas seulement une absence de mots, mais une règle tacite, une barrière invisible qui protège l'agresseur et isole la victime. Selon les données de l'UNICEF, plus de 60% des cas de violence conjugale envers les enfants ne parviennent jamais aux autorités, et lorsqu'ils le sont, il est fréquent que les membres de la famille se retournent contre la personne qui les a signalés. C'est dans ce décor invisible que Jennifer se leva de table, prit sa fille par la main et la conduisit à la salle de bain. Le couloir lui semblait plus long que jamais, chaque pas pesant comme du plomb. En fermant la porte, il aida Sophia à retirer son collant. Ce qu'il vit confirma ce que son instinct savait déjà, des marques et des signes qui n'auraient jamais pu provenir d'une simple chute. Son cœur battait fort. Ses mains tremblaient. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas pleurer. La clarté maintenant, les larmes plus tard, se répétait-elle. Elle décrocha le téléphone. Elle composa le 911. La voix qui répondit semblait lointaine, mais chaque mot prononcé par Jennifer était clair. « J'ai besoin d'aide. Je crois qu'il arrive quelque chose à ma fille. » En attendant l'arrivée de la police et de l'ambulance, elle entendit, depuis la salle à manger, le bruit étouffé des conversations et des rires qui continuaient comme si de rien n'était. C'était comme s'il y avait deux réalités parallèles dans cette maison, l'une, festive et confortable, l'autre, douloureuse et urgente, visible seulement pour elle et Sophia. Et à cet instant, Jennifer comprit quelque chose qui allait tout changer, le combat qui allait commencer ne serait pas seulement contre un agresseur. Il serait contre le silence. Contre le déni. Et, peut-être, contre sa propre famille. La porte de la salle de bain était encore fermée lorsque Jennifer entendit, au fond de la maison, le cliquetis des couverts et le rire étouffé de l'oncle Daniel. On aurait dit une insulte. Tandis que la vie continuait comme d'habitude dans la salle à manger, elle tenait dans ses bras un enfant de 6 ans, frissonnant comme si elle avait passé la journée dans le froid. En examinant sa fille, il n'y avait aucun doute, il y avait des marques. Ce n'étaient pas des éraflures de terrain de jeu, ni les traces d'une chute innocente. Jennifer en avait déjà vu, pendant ses 2 années de bénévolat dans un refuge pour femmes maltraitées. C'était le genre de blessure qui ne devrait pas se trouver sur le corps d'un enfant. Elle prit une grande inspiration et passa l'appel. Il n'y eut aucune hésitation. Selon le rapport du ministère de la Justice américain, dans les affaires d'abus sexuels sur mineurs, le délai moyen entre la suspicion et la plainte est de 3 à 6 mois et la plupart du temps,
cela se produit parce que les membres de la famille tentent de résoudre les problèmes en interne, ou préfèrent ne pas s'impliquer. Jennifer n'allait pas attendre un jour de plus. De retour au salon, main dans la main avec Sophia, il fut accueilli par des regards interrogateurs. Sa mère, figée en bout de table, demanda froidement. « Est-ce vraiment nécessaire ?» Jennifer répondit calmement, presque en chuchotant. « Ma fille ne va pas bien. Sortons un moment. » Mais ses paroles furent mal accueillies. Kate, sa sœur, leva les yeux au ciel, comme si elle assistait à une exagération enfantine. Daniel, son beau-frère, sourit d'un air moqueur. Ce n'était pas seulement du déni, c'était un mécanisme de défense que beaucoup utilisent pour éviter d'affronter la vérité. Selon une étude publiée dans le journal américain de thérapie familiale en 2020, environ 40% des membres de la famille proche ont tendance à défendre l'accusé dans les cas de violence intrafamiliale, prétendant souvent préserver l'unité familiale. La situation se déroula rapidement. Quelques minutes plus tard, les gyrophares rouges de la voiture de patrouille se reflétaient sur les fenêtres de la maison. 2 policiers et une équipe médicale entrèrent. Un murmure collectif retentit, des plats tombèrent sur la table, des pas précipités. La grand-mère, pâle, porta la main à sa bouche. Thelma, une autre sœur, se mit à pleurer. Tandis que les professionnels s'entretenaient avec Jennifer et examinaient Sophia dans une pièce privée, la famille s'est divisée en 2 groupes, ceux qui sont restés silencieux, stupéfaits, et ceux qui ont remis en question la nécessité de tout cela. Comme si les abus étaient moins scandaleux que l'arrivée de la police. Lorsque l'examen préliminaire a confirmé des blessures compatibles avec des maltraitances, la cible de l'opération est devenue évidente, Daniel. Dès lors, l'atmosphère est passée de tendue à hostile. La mère de Jennifer a affronté physiquement les policiers, dénonçant un malentendu ridicule. Kate, outrée, a accusé sa sœur d'avoir détruit la famille. Le moment de l'arrestation fut silencieux pour tous, sauf pour Jennifer. Le bruit métallique des menottes résonna comme une douloureuse confirmation non pas de la victoire, mais du début de la guerre. Elle savait que, statistiquement, même avec une arrestation, le processus serait long. Selon le rapport du Centre national pour les enfants disparus et exploités, seulement 12% des cas d'abus sexuels sur mineurs aboutissent à une condamnation effective de l'auteur aux États-Unis, en raison de preuves insuffisantes, de la pression familiale et du retrait des victimes. Sophia, à côté de sa mère, observait avec de grands yeux. Jennifer se pencha, prit doucement son visage entre ses mains et dit. « Tu as bien fait. Tu es en sécurité maintenant. » C'était une promesse. Mais c'était aussi un fardeau, protéger sa fille signifierait désormais se séparer de sa propre famille. Alors que la voiture de police s'éloignait, transportant Daniel, Jennifer sentit le vent glacial de novembre lui fouetter le visage. Derrière elle, elle entendit la voix de sa mère, glaciale, presque tranchante. « Je ne te pardonnerai jamais ça. » C'est à ce moment-là qu'elle comprit, avec une clarté absolue, l'enjeu. Il ne s'agissait pas seulement d'un procès. C'était un choix entre le sang et la vérité. Et pour Jennifer, le choix était déjà fait. Les jours qui suivirent l'arrestation de Daniel n'apportèrent pas de soulagement immédiat. Au contraire, une nouvelle forme de pression commença à s'installer plus discrète, mais non moins douloureuse. Jennifer comprit qu'en rompant son pacte de silence, elle s'était opposée à une force invisible mais puissante, la loyauté perverse de sa propre famille. L'isolement familial après le signalement d'abus est un phénomène récurrent. Selon une enquête menée par le Centre national de défense des enfants, 2021, dans 58% des cas signalés de violences domestiques, le plaignant est éloigné ou coupé de tout contact par ses proches, même en présence de preuves. Car, pour beaucoup, préserver l'image de la famille est plus important que protéger la victime. C'est comme si admettre le crime était plus destructeur que le crime lui-même. Jennifer l'a ressenti de ses propres yeux. Son téléphone a cessé de sonner. Ses messages sont restés sans réponse. Lorsqu'elle a essayé d'appeler sa mère, elle a découvert qu'elle était bloquée. Kate, la sœur qui lui avait autrefois fait la promesse de prendre soin de Sophia, au cas où il arriverait quelque chose, lui envoyait maintenant des messages menaçants. Arrête ça ou on te l'enlève. Il s'agit d'une forme de coercition exercée contre la victime ou son défenseur, sans violence physique, mais avec un fort impact psychologique.
Elle peut inclure l'isolement social, le chantage affectif, la diffamation, voire des menaces de poursuites judiciaires. Selon les données du département de la justice des États-Unis, une victime ou témoin sur 5 dans les cas d'abus fait l'objet d'une forme d'intimidation pour clore la plainte. Dans le cas de Jennifer, la pression ne provenait pas seulement des messages. Elle a commencé à être perçue comme « instable » par certaines connaissances, une étiquette courante utilisée par les familles hostiles pour discréditer ceux qui dénoncent. Cette stratégie, appelée gaslighting social, consiste à créer un récit parallèle pour jeter le doute sur la santé mentale et la crédibilité de ceux qui disent la vérité. Pendant ce temps, Sophia montrait des signes indiquant que le traumatisme ne se limitait pas au passé. Au début, elle dormait dans la chambre de sa mère chaque nuit, accrochée à sa petite souris en peluche. Puis, des dessins de plus en plus détaillés ont commencé à émerger, des chaises aux pointes acérées, des silhouettes sombres derrière des enfants en pleurs, et dans certains cas, des adultes observant sans intervenir. Ces dessins, bien que pénibles à regarder, sont un exemple classique d'expression non verbale du traumatisme. Les enfants ont souvent recours à des formes artistiques pour communiquer des expériences difficiles, surtout lorsqu'ils manquent de vocabulaire émotionnel pour décrire ce qu'ils ont vécu. Les psychologues légistes utilisent ces productions dans le cadre de leur évaluation, analysant les couleurs, les proportions et les éléments répétitifs. C'est l'un de ces dessins qui a relancé l'enquête. L'enseignante de Sophia, en voyant l'illustration, a contacté les services de protection de l'enfance. L'image montrait la chaise rouge de la salle à manger de sa grand-mère, avec des lignes rouges et une silhouette menaçante en arrière-plan. Ce n'était pas la première fois que Sophia représentait cet objet, un détail que les experts jugent pertinent, car la répétition des symboles témoigne souvent de souvenirs figés par un traumatisme. À ce stade, il est important de comprendre que la justice pour les enfants victimes ne se limite pas à condamner l'agresseur. Il s'agit également de veiller à ce que l'enfant ne soit pas réexposé à des environnements ou à des personnes susceptibles de réactiver le traumatisme. C'est le concept de protection secondaire, un pilier de la protection de l'enfance qui vise à prévenir de nouvelles situations à risque après le premier signalement. Cependant, assurer cette protection peut s'avérer complexe lorsque l'agresseur est un proche et que certains membres de la famille minimisent ou nient l'incident. C'est ce que l'on appelle un conflit de garde dans un contexte de violence, une situation dans laquelle les proches tentent de récupérer l'enfant ou de maintenir le contact avec lui, invoquant le bien-être familial. En 2022, une enquête menée auprès de l'Association du barreau américain a montré que 27% des cas de garde d'enfants impliquant des maltraitances ont donné lieu à des décisions judiciaires qui ont, d'une manière ou d'une autre, maintenu le contact entre l'enfant et l'accusé. Pour Jennifer, cette statistique n'était pas un chiffre lointain, mais une menace concrète. Kate a organisé une réunion, pour parler comme des adultes, et a présenté une enveloppe contenant 2 documents, une demande de garde et un accord de silence. Le message était clair, si Jennifer retirait sa plainte, elle pourrait maintenir un contact avec sa famille sans recours judiciaire. C'était la preuve irréfutable que la bataille ne se jouait pas seulement contre Daniel, mais contre un système familial tout entier, déterminé à protéger sa réputation, même au détriment de la sécurité d'un enfant. En refusant cette offre, Jennifer savait qu'elle s'isolerait encore davantage. Mais elle savait aussi que céder reviendrait à trahir la confiance de sa fille. Ainsi, dénoncer les abus, qui était déjà un acte de courage, est devenu un acte de résistance permanente. Un combat quotidien contre l'effacement de la vérité et la manipulation des récits. Et pour Jennifer, ce combat ne faisait que commencer. La plainte de Jennifer ne s'est pas arrêtée avec l'arrestation de Daniel. En réalité, ce fut le début d'un processus complexe, dont chaque étape a nécessité énergie, preuve et résilience émotionnelle. L'enquête est passée à la phase judiciaire, et comme dans de nombreux cas de violence envers les enfants, la lenteur du système est devenue un défi en soi. En moyenne, selon les données de l'Alliance nationale pour les enfants, 2023, les cas d'abus sexuels sur enfants peuvent prendre de 12 à 24 mois pour parvenir à une résolution finale. Cette période prolongée ouvre la voie à des conflits de garde, à des tentatives d'intimidation et même à des rétractations, en particulier lorsque la victime est jeune et vulnérable à la pression. Pour éviter que cela ne se produise, l'assistante sociale chargée du dossier de Sophia a recommandé des mesures d'urgence, des séances de thérapie spécialisées pour les traumatismes de l'enfance et une restriction totale des contacts avec l'agresseur.
Cette décision reposait sur le principe de sécurité continue, qui va au-delà de la simple prévention de l'accès physique par l'agresseur, y compris la protection contre les conversations, les cadeaux ou les messages envoyés par des tiers. Cependant, l'obstacle le plus douloureux ne venait pas des accusés, mais de leur lien de sang. À chaque audience, Jennifer ressentait la présence silencieuse de sa mère et de sa sœur dans la salle d'audience, toujours assises au fond, observatrices, comme si elle guettait un faux pas susceptible de remettre en cause sa crédibilité. Ce comportement, connu sous le nom de surveillance hostile, est une forme de pression psychologique utilisée pour épuiser ceux qui la signalent, sans qu'il y ait de contact direct. Tandis que la procédure judiciaire progressait, Sophia poursuivait son processus de guérison. Lors de ses séances avec son thérapeute, elle a raconté en détail ce qu'on appelait le « jeu du silence », une pratique cruelle où on l'encourageait à rester immobile, sans émettre le moindre son, sous peine de châtiment corporel en cas d'échec. Les psychologues qualifient ce type de dynamique de « jeu du silence ». Conditionnement coercitif, dans lequel l'enfant est entraîné à associer l'obéissance à sa propre survie émotionnelle ou physique. Chacun des témoignages de Sophia a été enregistré et joint au dossier, servant de preuve non seulement du crime mais aussi de son impact psychologique durable. Des études sur l'Association américaine de psychologie soulignent que les victimes d'abus sexuels sur mineurs soumises à des jeux et rituels punitifs ont 80% plus de risques de développer des troubles anxieux et une dépression à l'âge adulte. Pour Jennifer, chaque séance était un mélange de soulagement et de douleur. Soulagement de voir sa fille trouver des mots pour ce qu'elle vivait, douleur de savoir que ces mots n'existaient que parce que l'expérience était réelle. Sur le plan juridique, l'avocate Tamara, une amie de longue date, a pris l'affaire en main avec détermination. Elle a expliqué à Jennifer que, même si Kate conservait techniquement l'autorité parentale, ses antécédents de négligence pouvaient être invoqués pour l'empêcher d'obtenir la garde. Cette stratégie reposait sur le principe suivant, protection prioritaire, prévue par les lois sur la protection de l'enfance, qui détermine que toute décision judiciaire doit placer le bien-être du mineur au-dessus des liens biologiques. Mais rien de tout cela ne garantissait une issue rapide. À chaque nouvelle audience, il y avait le risque d'appel et de contestation. Parallèlement, Jennifer devait gérer sa vie pratique, assurer la scolarité de Sophia, couvrir les dépenses et gérer un stress émotionnel constant. L'impact psychologique n'a pas touché que sa fille. Elle-même a commencé à présenter des symptômes d'hypervigilance, l'habitude de vérifier portes et fenêtres plusieurs fois par nuit, de réagir au moindre bruit et de sentir son corps en état d'alerte, même en environnement sûr. C'est un réflexe courant chez les soignants de victimes, car les traumatismes indirects laissent également des cicatrices profondes. En coulisses, l'affaire se complexifiait. Des messages anonymes apparurent sur les réseaux sociaux, suggérant que Jennifer avait tout inventé pour se venger. Cette tactique, appelée campagne de discrédit, vise à influencer l'opinion publique, indirectement, le jugement. C'est une tactique particulièrement dangereuse à l'ère des réseaux sociaux, où les rumeurs se propagent rapidement et sans vérification. Malgré tout, des progrès ont été réalisés. Le tribunal a accepté l'inclusion de toutes les preuves, les déclarations de Sophia, les rapports médicaux, les rapports psychologiques et même les dessins qu'elle avait réalisés à l'école. Ces éléments visuels, selon les experts médico-légaux, pourraient être essentiels pour démontrer la cohérence du récit de l'enfant. Jennifer savait que la victoire ne se résumerait pas à la condamnation de Daniel, mais à la possibilité pour Sophia de grandir sans le poids constant de la peur. C'est l'essence même de la justice réparatrice dans les cas de maltraitance d'enfants. Il ne s'agit pas seulement de punir le coupable, mais de reconstruire la sécurité affective de la victime. À la sortie d'une énième audience par une froide journée d'hiver, elle réalisa qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir. Chaque fois qu'elle défendait Sophia devant les juges, les avocats et les regards accusateurs, elle enseignait à sa fille une leçon silencieuse, sa voix est précieuse et personne, pas même sa propre famille, ne pouvait la faire taire. Il faisait déjà nuit lorsque Jennifer rentra chez elle après une nouvelle audience. La rue était silencieuse, éclairée seulement par des lampadaires jaunes qui projetaient de longues ombres sur l'asphalte. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva Sophia sur le canapé, emmitouflée dans une couverture, regardant distraitement un dessin animé. L'espace d'un instant, cette image lui donna presque l'impression que tout était normal. Mais Jennifer savait que la normalité, telle qu'elle l'avait connue auparavant, avait disparu. Depuis la plainte, chaque jour était un combat.
Certains contre la justice. D'autres contre leur propre épuisement. Mais le plus dur était de lutter contre la peur que Sophia perde, un jour, confiance en sa protection. La fillette regarda sa mère et esquissa un léger sourire. Ce n'était pas un large sourire, juste une esquisse timide qui disait « Je suis toujours là ». Jennifer s'assit à côté d'elle, passant une main dans ses cheveux fins. Elle ne dit rien. Parfois, une présence silencieuse valait mieux que des mots. Dans les mois qui suivirent, l'affaire progressa lentement. Des témoins furent interrogés, des rapports médico-légaux réévalués, et la défense de Daniel tenta tout, discréditer le témoignage, suggérer que les souvenirs de Sophia étaient des « fantasmes d'enfance », insinuant même que Jennifer avait influencé sa fille. Ces accusations furent douloureuses, mais pas surprenantes. Données de portail d'information sur la protection de l'enfance indiquent que, dans un cas de maltraitance d'enfants sur 4, la défense tente de contester la crédibilité de la victime en se basant sur l'âge et la mémoire. C'est dans ce contexte que Jennifer a compris l'ampleur de son choix. En s'opposant à sa famille, elle ne protégeait pas seulement Sophia, elle brisait aussi un cycle. Selon une étude de l'Association américaine de psychologie, dans les familles où les cas d'abus sont passés sous silence, la probabilité de récidive dans une autre génération augmente jusqu'à 38%. Briser le silence n'est donc pas seulement un acte de justice pour le présent, mais une manière de protéger l'avenir. Sophia a progressivement commencé à montrer de légers changements. Elle s'est à nouveau intéressée au club d'art de l'école, a recommencé à dormir dans sa chambre certaines nuits et s'est fait un nouvel ami. Ces signes, bien que subtils, étaient révélateurs d'une guérison, ce que les experts appellent une guérison. Résilience de l'enfance, la capacité de développer des ressources émotionnelles pour récupérer même après des expériences traumatisantes. Malgré tout, il y eut des contretemps. Un week-end, alors qu'elle faisait ses courses, Sophia se figea en entendant un rire semblable à celui de Daniel. Jennifer se pencha et la serra dans ses bras, répétant « Tu es en sécurité. Il ne te fera pas de mal. » Des moments comme ceux-ci ont clairement montré que la justice n'efface pas le traumatisme. Elle peut dissuader l'agresseur de récidiver, mais le souvenir demeure. C'est pourquoi, dans de nombreux pays, des programmes sociaux sont mis en place. Justice centrée sur la victime, des modèles ont été mis en œuvre, qui incluent un suivi psychologique à long terme, la préparation aux audiences et la participation active de la victime aux décisions judiciaires. Lorsque le procès est enfin entré dans sa phase décisive, Jennifer a été appelée à témoigner. Elle a parlé du dîner, des dessins, des menaces voilées et des tentatives d'intimidation. Elle a gardé une voix ferme, même lorsque l'avocat de la défense a tenté de poser des questions suggestives. En quittant la salle d'audience, elle se sentait épuisée, mais aussi plus légère. Non pas parce que le combat était terminé, mais parce qu'elle savait avoir dit la vérité, clairement et sans équivoque. Le verdict final ne s'est pas déroulé comme dans un film, avec des applaudissements ou des accolades. Il a été prononcé sèchement, presque bureaucratiquement, coupable, peine définie, interdiction permanente de contact. Jennifer tenait la main de Sophia. Elles n'ont pas pleuré. Elles se sont simplement regardées, comme si elles comprenaient que cette décision n'était qu'une étape importante, mais non définitive sur un chemin beaucoup plus long. Au cours des mois suivants, la vie n'a pas repris son cours normal, mais a pris de nouvelles formes. Jennifer a commencé à travailler avec une ONG locale de défense des enfants, partageant son expérience avec d'autres mères. Il a parlé des dangers du silence, de la façon de reconnaître les signes subtils et de l'importance d'agir vite. Lors d'une de ses conférences, il a cité une phrase qu'il avait gardée secrète depuis le début. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est décider que quelque chose est plus important que la peur. Sophia, de son côté, a poursuivi sa thérapie, mais a aussi redécouvert de petits plaisirs, faire du vélo, peindre et inventer des histoires. Chaque réussite était célébrée, non pas par de grandes fêtes, mais par des gestes simples, une promenade au parc, un long câlin, un dessin collé sur le réfrigérateur. Une nuit tranquille, des mois après le procès, Sophia s'est approchée de sa mère et lui a dit « Maman, tu te souviens quand je disais que ça faisait mal de s'asseoir ?» Jennifer sentit son cœur se serrer, mais elle hocha la tête. « Maintenant, ça ne fait plus mal. »
C'est à ce moment-là que Jennifer a compris que, même si le traumatisme ne disparaît jamais complètement, la douleur peut céder la place à la sécurité. Et que lutter contre le silence vaut bien chaque cicatrice laissée derrière soi.